The Problem We All Live With, c'est une peinture de Norman Rockwell qui date de 1964. Elle montre une petite fille noire qui tient des livres à la main et qui est entourée de 4 US Marshals. Donc les Marshals, c'est une agence de police fédérale aux États-Unis qui est le bras armé de la justice américaine. Sur le mur derrière la petite fille, on voit une insulte écrite en anglais, nigger, qui veut dire nègre en français, et on voit 3 initiales, 3 K, qui sont les initiales du Ku Klux Klan. C'est une organisation suprémaciste blanche tristement célèbre aux États-Unis. Et on voit également derrière cette petite fille les éclaboussures d'une tomate qui a été jetée et qui gît sur le sol. Cette œuvre, elle est absolument iconique aux États-Unis pour la simple raison que ça n'est pas juste une image, c'est l'illustration d'un fait divers qui a réellement existé. Donc la question, c'est dans quelle réalité est-ce qu'on a comme ça une petite fille qui a l'air toute innocente, qui est escortée par la police sous les insultes et les jets de tomates. Pour comprendre cette image, on peut repartir du point de vue de son auteur qui est Norman Rockwell. Norman Rockwell, c'est un peintre et un illustrateur américain. On le connaît assez peu ou assez mal en France, d'une part parce qu'il n'est pas présent dans les collections françaises, d'autre part parce que cet artiste n'est pas encore tombé dans le domaine public, ce qui limite la circulation de ses images, et enfin parce qu'il a une œuvre qui est empreinte d'une très forte américanité, qui résonne beaucoup plus bien sûr aux États-Unis qu'en Europe. Finalement, on le connaît plus chez nous au travers de la pop culture parce qu'il est cité dans des chansons de Johnny Hallyday ou d'Eddie Mitchell par exemple. Et en 2019, plus récemment, Lana Del Rey a sorti un album qui s'intitule Norman fucking Rockwell. Effectivement, Lana Del Rey, c'est une artiste qu'on connaît parce qu'elle développe toute une imagerie d'une Amérique rêvée, un peu vintage, qui est au cœur d'une partie de l'œuvre de Norman Rockwell. En revanche, aux États-Unis, Norman Rockwell est une star absolue et l'une des raisons pour lesquelles il est si connu, c'est qu'il a collaboré pendant près de 50 ans avec un magazine qui s'appelle le Saturday Evening Post. Ce magazine, c'est un hebdomadaire qui, au plus fort de son succès, va compter plus de 6 millions de lecteurs aux États-Unis. Norman Rockwell, il n'a pas chômé pendant ses 47 années de collaboration avec le Saturday Evening Post, puisqu'il réalisera pas moins de 322 couvertures du magazine et d'autres illustrations par ailleurs. Parmi ces illustrations, on a notamment les 4 libertés, qui sont la mise en image d'un discours du président Franklin Roosevelt. C'est un discours fondateur pour les États-Unis, qui sera par ailleurs partiellement repris dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est une communication par laquelle le président Roosevelt, sous couvert de solidarité, va justifier l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale des États-Unis. Ces 4 libertés qu'évoquent Franklin Roosevelt et Norman Rockwell au travers de son œuvre, ce sont la liberté de culte, la liberté de parole, la liberté d'être à l'abri du besoin et la liberté d'être à l'abri de la peur. Cette série, elle est tellement emblématique pour les Américains que le 11 septembre 2001, le public s'est spontanément réuni à Stockbridge au Norman Rockwell Museum, dans la salle qui abrite ses œuvres, pour se recueillir et se rassembler. On a donc une très forte américanité et un très fort humanisme dans l'œuvre de Norman Rockwell, sauf que ça va être contrarié par la politique iconographique du Saturday Evening Post. En effet, le magazine précise que toute personne noire représentée dans les œuvres doit l'être dans une position subalterne par rapport à une personne blanche. Alors ça, c'est quelque chose qui va foncièrement gêner Norman Rockwell, au point qu'à un moment, il va effectivement quitter le Saturday Evening Post pour un autre magazine, qui est le magazine Look. Rockwell, à l'époque, est d'autant plus mal à l'aise que sa proposition d'une Amérique rêvée, idyllique, colle de moins en moins à la réalité. Dans les années 50, les États-Unis vont connaître la très médiatisée guerre du Vietnam et toutes les atrocités qui vont avec, et les États-Unis vont également connaître ce qu'on appelle les civil rights. Les civil rights, c'est la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis et ça désigne généralement de façon plus particulière le mouvement de protestation qui s'est tenu dans les années 50 et 60 et dont l'un des événements fondateurs, c'est Rosa Parks qui refuse de laisser sa place à une personne blanche dans le bus et qui sera arrêtée et mise en garde à vue pour cette raison. C'est un mouvement qui va concerner différents groupes de population, que ce soit les Mexicano-américains ou les natifs américains, mais le débat sera surtout préempté par les Afro-américains. Et on va voir arriver de nouveaux symboles et de nouvelles icônes, comme par exemple Martin Luther King et son fameux I Had a Dream, ou alors le fameux podium olympique de 1968, avec ces 2 athlètes qui sont Tommy Smith et John Carlos, qui vont lever le poing en signe de protestation. Au fil des années, le mouvement va connaître la signature de plusieurs lois,
qui vise à rétablir l'égalité entre tous les Américains, sur le papier tout du moins, et le gouvernement va organiser la déségrégation. C'est là qu'arrive Ruby Bridges, la petite fille du tableau de Norman Rockwell. Ruby Bridges, c'est une petite fille qui naît en 1954 en Louisiane. On connaît la Louisiane comme un État qui a un long passé esclavagiste et qui donc va freiner des cas de fer face à cette déségrégation. Sauf qu'en 1959, la Cour fédérale va taper du marteau sur la table et organiser de force cette déségrégation et notamment l'intégration des enfants noirs dans les écoles blanches. À l'époque, c'est un progrès inédit qui garde quand même, avec notre regard d'aujourd'hui, des aspects qui sont assez révoltants, puisque Ruby et ses petits camarades devront passer un test pour vérifier qu'ils ont les capacités intellectuelles de rejoindre des écoles blanches. Alors naturellement, Ruby, parmi d'autres écoliers, va réussir ce test, et ce sera la première petite fille noire des États-Unis à être scolarisée dans une école blanche. À l'époque, ça va créer un tollé qui va forcément inquiéter les parents de ces enfants, et certains d'ailleurs vont céder à la pression et finalement scolariser leurs enfants dans des écoles réservées aux enfants noirs. La maman de Ruby Bridges, au contraire, va persister et signer et confirmer l'inscription de sa fille dans une école pour enfants blancs. C'est dans ce contexte que cette petite fille de 6 ans va se retrouver à aller à l'école escortée par des marshals sous les huées de la foule. Ça va aller très loin, cette foule est extrêmement véhémente et va aller jusqu'à brandir devant elle un cercueil avec une poupée noire à l'intérieur. Cette situation va durer toute l'année scolaire et ça n'est pas la seule difficulté que Ruby va rencontrer, puisqu'à l'école, les professeurs refusent de lui faire cours. Il n'y aura qu'une seule professeure, Barbara Henry, qui fera cours toute seule à Ruby. C'est cette situation qui conduira Norman Rockwell à imaginer cette œuvre qui signera le début de sa collaboration avec le magazine Look. Il y a plusieurs choses qui marquent au sujet de cette œuvre, à commencer par son titre, The Problem We All Live With. On peut faire de ce titre deux lectures qui sont contradictoires. La première, elle est très ironique, puisque The Problem We All Live With, c'est le problème qu'on a tous. Or, celui auquel est confronté Ruby, c'est un problème auquel ne sont pas confrontés le reste des gens. C'est la première à subir cette épreuve et ça remet en perspective la gravité de son problème par rapport à tout ce que nous, on peut avoir comme petits désagréments du quotidien. Donc il y a quelque chose qui la place dans une situation de solitude dans ce titre. Et en revanche, à l'inverse, The Problem We All Live With, c'est aussi le problème qui nous concerne tous. Parce qu'on est dans un débat de société et que finalement, ce qui arrive à cette petite fille, tout le monde devrait être concerné par sa situation. Cette ambiguïté, on la retrouve aussi dans l'œuvre, puisque Ruby est escortée de marshals. Les marshals, leur fonction première, c'est d'assurer le transport des prisonniers. Donc de cette façon, Rockwell dénonce la foule qui considère la petite Ruby comme une coupable plus que comme une victime. Par contraste, Rockwell va insister sur l'innocence de la petite fille en la peignant avec une robe blanche. Si on regarde les images d'archives de ce moment, on s'aperçoit qu'en réalité, la robe de Ruby est plutôt sombre. Ici, Rockwell va choisir le blanc parce que c'est bien sûr la couleur de l'innocence, mais c'est aussi une façon d'insister sur la fragilité de la petite fille, puisqu'on voit à côté d'elle des éclaboussures d'une tomate qui lui a été jetée. La tomate forcément s'attache et on peut imaginer qu'à 2 secondes près, elle aurait pu la recevoir sur cette robe blanche et là on aurait une scène d'autant plus cruelle. Donc ici par ce jeu de vêtements, Rockwell insiste particulièrement sur le fait que cette petite fille, elle est vulnérable et elle est exposée à la colère de la foule. Ce qui est également intéressant dans cette œuvre, c'est son cadrage. Le cadrage, il a été fait à la hauteur de Ruby, donc qui est une petite fille qui a 6 ans. Donc finalement, c'est comme si nous, spectateurs, on s'accroupissait pour parler à cet enfant. Et ce cadrage, il a 2 vertus. D'une part, effectivement, ça nous rappelle que c'est une enfant. Et d'autre part, ça nous montre que finalement, tous ces débats d'adultes, ça la dépasse, ça se passe hors champ. On ne voit même pas la tête des marshals qui sont coupés à mi-corps et qui insistent sur le fait que cette petite fille, elle est dans sa bulle. D'ailleurs, Ruby Bridges dira à ce sujet que c'est son innocence d'enfant qui l'a protégée à l'époque parce qu'elle n'avait absolument pas conscience de ce qui se passait. Elle ne savait pas que la colère de la foule était dirigée contre elle. Donc on a là une œuvre assez efficace qui, avec un vocabulaire très simple, dit quand même beaucoup de choses. Alors rassurez-vous, Ruby Bridges va très bien, elle a pu finir sa scolarité, décrocher un diplôme, elle est devenue agent de voyage et elle a eu 4 enfants, mais surtout c'est devenu une militante de premier plan. En 1999, elle a ouvert la Ruby Bridges Foundation,
qui accompagne les enfants tout en favorisant l'égalité des chances et l'égalité de réussite, quel que soit leur milieu social et leur couleur de peau. Quant à Norman Rockwell, il a continué d'enfoncer le clou avec d'autres illustrations du même registre, par exemple New Kids in the Neighborhood, ou avec des œuvres beaucoup plus violentes comme Murder in Mississippi. Il est décédé en 1978 à l'âge de 82 ans. Son travail est passé à la postérité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas seulement passé à la postérité comme illustrateur. On a l'habitude de dire de Norman Rockwell que c'est un storyteller, donc quelqu'un qui raconte des histoires en faisant parler les images. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que parmi les grands collectionneurs de Norman Rockwell, on compte deux grands storytellers que sont George Lucas et Steven Spielberg. Le travail de Norman Rockwell en lui-même a gardé une forte connotation politique, puisque par exemple le président Barack Obama s'est fait prêter de problèmes We All Live With pour l'accrocher à la Maison-Blanche et commémorer le cinquantenaire de cette actualité. Ça n'est pas la seule œuvre qui est passée par la Maison-Blanche, puisque traditionnellement, dans le bureau ovale, il y a une autre peinture de Norman Rockwell qui représente un gros plan sur la Statue de la Liberté. On voit en effet le bras de la Statue de la Liberté qui tient la flamme, et autour de cette flamme, des ouvriers qui sont en train de la réparer. Parmi ces ouvriers, il y en a un qui est afro-américain et que Norman Rockwell a tenu à mettre particulièrement en valeur en le peignant dans une chemise rouge éclatante qui retient particulièrement l'œil. Ce qui est intéressant, et ça c'est une anecdote qui a été repérée par la petite fille de Norman Rockwell, c'est que normalement cette œuvre, elle est juste à côté du bureau du président, mais au moment de la passation de pouvoir entre Obama et Trump, quelqu'un a déplacé cette œuvre pour que sur la photo officielle, elle apparaisse juste au-dessus de la tête de Donald Trump. Alors, a priori, ça n'a pas plu à ce nouveau président américain, puisque quand on regarde aujourd'hui les photos de son bureau, l'œuvre a disparu.